Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Coach Talk. Aujourd'hui, on fait suite à la semaine passée où nous avions élaboré le training camp qui nous semblait optimal pour Baki avant son combat face à Cédric Doumbé. Cette fois-ci, on va travailler sur le training camp qui, selon nous, maximiserait les chances de victoire pour Cédric Doumbé. Comme d'habitude, avec moi, monsieur Aldric Cassata. Comment vas-tu? Bonjour à tous, salut mon Chris, comment tu vas? Bah écoute, je vais très très bien et comme la semaine passée, on a eu un super chouette échange, donc j'ai une grosse attente sur le podcast de cette semaine. Je pense qu'on va avoir un échange très enrichissant. Avant de commencer, je lance le pré-roll de notre sponsor et notre fidèle partenaire unibet.fr. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Avant de commencer, petit rappel du contexte. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine passée, profitez de celle-ci, c'est pas un prérequis, et puis allez voir celle de la semaine passée sur Baki. Alors, le contexte, c'est comme si tu étais le head coach de Cédric Doumbé cette fois-ci. Le combat est signé à 8 semaines. Qu'est-ce que tu mettrais en place comme training camp pour t'assurer la performance idéale sur base des forces de Cédric Doumbé, mais aussi de l'analyse que tu aurais faite de Baki? Alors, j'ai commencé par une très longue question. Attachez-vous et puis je te passe la balle. La parole sera dans ton camp. Donc, la semaine passée, la phrase phare, selon moi, était multiplier l'obtention de cage control à moindre risque. Je sais que tu aimes partir pour tes game plans des conditions de victoire, mais aussi des scénarios de défaite. Alors, peut-on, selon toi, partir du principe que le scénario de défaite pour Cédric Doumbé, c'est d'être collé à la cage et tout ce qui se passe derrière, tout ce qui peut se passer après être acculé à la cage, ça peut être les amener au sol, ça peut être le dirty boxing, etc., etc. Par conséquent, sa condition de victoire, c'est tout ce qui se passe à une distance plus lointaine que le clinch, c'est-à-dire du karaté range, la distance où aucun des deux combattants peut se toucher, jusqu'à la mi-distance, c'est-à-dire une distance boxing range, mais avec les frappes courtes, les uppercuts, les crochets, etc., etc. Donc le boxing range et le kicking range. Est-ce que ce serait ça la principale condition de victoire pour Cédric Doumbé? En fait, tu sais, pour préparer notre échange d'aujourd'hui, et en fait, c'est et pour préparer notre échange et pour euh, mon travail dans ce moment, puisque j'ai plusieurs training camps qui se chevauchent, mais le principal, c'est quand même Manon Blankfield. Et en fait, du coup, je me suis amusé à regarder les affrontements grappler contre striker. Et on a été servi en ce moment. On a été très servi, puisque je pense qu'on peut le catégoriser Nassourdine Dolidze là-dedans. Il y avait Taylor, la défaite de Taylor. Donc en plus, on a eu des combattants talentueux, parce que Taylor Lapidus et Nassourdine Maoz sont des combattants talentueux qui ont connu des sorts divers avec des scénarios différents. Et du coup, Mhm. je me suis amusé à étendre ça aux non-francophones. Et souvent, quand tu as une opposition de style et où la win condition, c'est d'amener au sol ou de cache contrôlé pour l'un et que le striker doit se libérer, souvent, ce qui va se passer, c'est que la transition, elle va se faire. Et tu as déjà dit un mot qui me plaît beaucoup, c'est kicking range, parce que c'est ça la distance. En fait, c'est la Mhm. transition du kicking range, c'est-à-dire de la distance un peu karaté box au corps à corps. Et c'est cette transition-là qui doit être punie par le striker et défendue. Mais je précise vraiment puni parce que souvent dans nos échanges, toi et moi, on parle de défense proactive ou de défense passive. Il faut non seulement une défense proactive, mais il faut essayer de ne pas quitter le clinch comme ça. Parce que sinon, le mec, il n'est pas sanctionné et il peut recommencer et peut-être avec un pourcentage de réussite plus satisfaisant. Donc, pour que le striker s'impose, il faut maîtriser le passage souvent, parce que bien évidemment, le grappleur ne va pas rester au boxing range quand c'est un gros striker en face, parce que c'est pas Mhm. sa distance et c'est la distance où il peut se faire mettre KO ou en tout cas durement endommagé. Donc c'est ces transitions-là, du kicking au clinch qu'il faut être capable de gérer, il faut les défendre de façon proactive. Si tu tombes, il faut les recomposer avec une dépense énergétique égale au maximum à celle qui a été engendrée par ton attaquant. Et il faut punir derrière au clinch avant de casser le contact et de repartir sur un kicking range. Donc voilà, la différence, elle se fait là-dessus. Et avant d'échanger avec toi, je voulais replacer un truc. J'ai eu un échange avec Mehdi Hotman par message parce que euh,
il y en a certains qui ont cru qu'il pouvait y avoir comment dire, une opposition. Alors, moi, j'ai dit que j'étais pas tout à fait d'accord avec lui, mais ça s'est fait dans le respect. Et même si normalement les messages privés ils se dévoilent pas, je lui ai témoigné mon respect par message privé parce que non seulement je pense que c'est un très grand professionnel et en plus j'ai de quoi l'assumer totalement puisque je l'ai fait venir via Samuel Monin au Maccabi, un des clubs que je dirige à Nice, il y a 3 semaines ou un mois. Donc c'est pour dire la qualité que je donne à cette personne, puisque je l'ai fait venir au sein des clubs que je dirige pour qu'il puisse donner un stage via Samuel Monin. Donc, et pourquoi je parle de Mehdi Othman, Chris? Parce que la lutte libre, souvent, alors la lutte libre, c'est un art martial concurrent, entre guillemets, du jiu-jitsu brésilien, mais souvent, une de ses qualités premières, c'est d'annuler le jeu de l'autre et ou au sol, en lutte notamment et au sol. Et pourquoi je parle de ça? Parce que Mehdi, je pense, a une très grande responsabilité dans ce camp, c'est de trouver les mouvements qu'il va pouvoir faire automatiser à Cédric pour annuler le clinch et pouvoir défendre de façon proactive et pouvoir enchaîner derrière et remettre le combat dans la distance qui lui convient. Donc c'est une très grande responsabilité et c'est vraiment ça la clé de la victoire pour pouvoir multiplier les phases debout, générer des dégâts ou capitaliser sur le striking qui, moi vous savez, tout le monde sait que j'aime beaucoup Baki et que je pense que c'est un grand professionnel, mais il faut être, il n'aura pas l'avantage debout, c'est une certitude. Et voilà, donc plus tu multiplies, en fait, il faut que Cédric Doumbé puisse multiplier les phases debout où il peut générer du dommage et ou éteindre. Donc, pour ça, ben, punition au clinch, défense proactive, retour à un kick in range où il va pouvoir lui imposer sa distance et sa boxe. C'est ça, les win conditions, ce sont celles-là. Bah, il y a déjà beaucoup d'éléments et j'apprécie la plupart, en fait, la totalité des choses que tu as soulignées parce que mon fil conducteur, c'est vraiment de rentrer dans le détail de chaque élément que tu as sorti. Le premier élément que je retiens, c'est l'utilisation du terme punition. Donc, si tu ne punis pas un grappleur quand il casse sa distance, bah, il va continuer à le faire avec de plus en plus de confiance en sa capacité à casser la distance à moindre risque, qui était la condition de victoire principale qu'on a élaborée pour Baki. Donc, être capable de punir les phases où il cherche à casser la distance, ça permettra de rendre plus attentiste Baki sur la durée du combat et donc de moins en moins dangereux dans sa façon de réduire la distance et venir collé à la cage, par exemple. Le deuxième élément sur lequel je voulais rebondir, évidemment, c'est celui par rapport à Mehdi Othman. On est sur Internet, donc on sait que tout le monde veut créer du drama à gauche, à droite, etc., etc. Donc c'est bien que tu remettes les pendules à l'heure et qu'il y a une bonne entente entre vous deux et que la critique se voulait évidemment constructive. Ah, c'est un grand professionnel. Je vais continuer là-dessus. Donc premier élément. Hop, je mets une parenthèse. Le combat Baki Doumbé, ce sera sur DAZN, les amis. Donc rien de plus facile, on s'inscrit. Le lien est en description de la vidéo. Alors, on va commencer par là. La semaine passée, on a parlé du partenaire d'entraînement de Baki. Toi comme moi, on est d'accord sur l'importance d'avoir des sparring partners qui sont capables d'émuler les situations de combat au plus proche. Toi, tu avais dit qu'il était très difficile de trouver quelqu'un comme Baki. Et donc, j'aimerais justement nuancer pour répondre à certains commentaires. Les gars, on est totalement conscient que des judokas du niveau de Baki en France, il y en a un paquet. Il y en a vraiment un paquet. Mais il n'y a pas de judoka en France reconverti au MMA qui pourrait répliquer le niveau de Baki. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que moi, je l'avais dit par rapport à Andy Semeler, qui est le partenaire d'entraînement que Baki a fait venir chez lui. C'est un très bon kickboxer, mais il n'a pas d'objectif MMA. Et donc, c'est pas un partenaire d'entraînement optimal, on va dire, pour Baki. C'est très bien pour améliorer son pied-point, mais c'est pas optimal. Donc, voilà, pour moi, par exemple, pour Baki, pour émuler quelqu'un comme Baki, il faudrait trouver un judoka qui a fait une reconversion en MMA. Donc, le premier nom qui m'était venu en tête, c'est Renier de Rieder, mais il est beaucoup trop lourd, donc ça n'irait pas, mais ce serait vraiment le profil idéal. Par contre, Christophe Van Dijk, pour citer un Belge, ou Karl Amoussou, pour citer un Français, pour pas aller plus loin dans le monde. Ouais. Chris, pour compléter un peu ce que tu dis, je trouve ça très intéressant et on va quand même appliquer un complément. Et pour que
nos auditeurs comprennent, je vais utiliser des exemples concrets, je vais utiliser des noms. Le judo, c'est un art martial. On l'a vu pour ceux qui ont regardé l'Open de Paris. C'est un art martial. Alors même si ils ont enlevé des techniques d'année en année, les attaques aux jambes, les enfourchements sous certaines conditions et autres, c'est un art martial avec une palette technique très large. On le voit, que ce soit les Français qui se sont imposés, Teddy Riner, Clarisse Agbegueno et compagnie, c'était pas les mêmes techniques. J'insiste là-dessus parce que euh, nos judokas qui font la transition vers le MMA, et là je vais parler de noms, je vais parler de Baki, je vais parler de Virgil Haugen, je vais parler de Kevin Jousset, je vais utiliser un nom très frais dans le judo qui s'entraîne de temps en temps. Chez moi, c'est German Andreev, qui a été le numéro 2, numéro 3 français en poids lourd. Quand tu vois ces mecs-là assurer la transition vers le MMA, ils ont un bagage judo. Euh, qui peut être tout, le hanché, les fauchages, le travail au sol pour certains. Et du coup, quand ils font leur transition au judo, ils ont des techniques qui leur appartiennent. Ceux qui étaient adeptes de balayage, Karl Amoussou, Baki, là il y a une petite similitude, mais il y en a d'autres qui font le fauchage extérieur, un peu comme les lutteurs, et comme faisait, qui on pourrait comparer sur la scène du MMA actuel qui fait bien ce fauchage externe, Erin Blankfield, qui l'a déjà fait en MMA, tu vois, tout simplement, pour rester dans le contexte. Donc, ce judo, il va se décliner au MMA par rapport à des spécialités qu'ils ont aguerries, et Dieu sait qu'elles sont différentes, ces spécialités, dans leur judo. C'est-à-dire que t'as des mecs qui sont plus fauchage interne, d'autres plus fauchage externe, d'autres qui vont travailler sur le hanché, donc qui vont travailler sur le kimono et essentiellement le kimono, donc qui vont avoir beaucoup de mal à assurer une transition vers le MMA. Et donc, bien évidemment qu'il y a plein de judokas de haut niveau et que la France est aujourd'hui la première, voire deuxième nation au monde en judo. Donc, bien sûr, tu trouves des compétiteurs. Tu vas chercher un mec de première division, tu le mets sur un tapis de judo, il a un niveau exceptionnel. Et sans faire offense à Baki, je crois qu'il n'a jamais été en première division. Donc, bien évidemment que tu peux trouver des judokas de haut niveau. Par contre, prendre ce judoka qui va rentrer de la même façon que Baki et qui a assuré sa transition au sol de son judo et de sa projection de la même façon, là, il y a une réelle difficulté. C'est pourquoi je pense sincèrement, et c'est pour ça que tu m'as entendu parler de Mehdi Othman, parce que c'est très difficile là d'avoir un copier-coller. Donc, à mon avis, il faut plus travailler en amont sur l'annulation du clinch. Et je sais très bien que c'est une spécialité de la lutte à livrer et que Mehdi est un grand professionnel. Donc, moi, je pense que, bien sûr, qu'il a dû faire avec énormément de judokas. Bien sûr qu'ils ont essayé d'avoir des sparring les plus représentatifs possibles du style de Baki. Mais la grande responsabilité du camp et l'efficacité qu'il va falloir en tirer, c'est en amont. Il faut neutraliser le clinch de façon à pas laisser Baki s'installer dans ce clinch où il excelle et où justement il va être très difficile à reproduire. C'est pour ça que tu as vu, cette semaine, je t'ai pas parlé de sparring parce que là, il y a une réelle difficulté. Et je l'ai dit la semaine dernière et je le pense toujours. Je pense que le travail doit se faire en amont du clinch pour essayer de le neutraliser. Mais c'est ça qui est typiquement d'intéressant. C'est si tu prends des judokas, ils vont pouvoir aider Cédric à travailler sur que faire à partir du moment où la distance a été cassée. Mais si tu prends un judoka qui a jamais fait de MMA, il va pas pouvoir émuler je pars du boxing range ou je pars du kicking range, je fais mon entrée pour casser la distance et puis je travaille. Et puis je travaille, tu vas pouvoir l'émuler. Mais comme tu l'as souligné, c'est un peu vaut-il mieux guérir ou prévenir, tu vois. Si tu préviens le clinch, ben, tu n'as pas besoin de savoir sortir du clinch ou de savoir défendre une amenée au sol. Donc, il faut travailler les deux, c'est clair, parce que contextuellement, tu peux, même si tu as un système anti-lutte, on va appeler ça comme ça, un système anti-lutte, on va vraiment appeler le système du striker qui permet de maintenir le lutteur à une distance lointaine et qui empêche le lutteur de venir prendre un grip, de venir l'agripper. Même si tu as un super bon système anti-lutte, dans un combat de 15 minutes, tu as toujours un risque de te retrouver au clinch et tu as besoin d'un système qui te permet soit de sortir du clinch, soit même de pouvoir défendre une quelconque amenée au sol pour sortir du clinch ou savoir te relever une fois que tu t'es fait mettre au sol. Donc tu dois prendre tous ces scénarios-là. Mais si tu prends juste des judokas qui viennent du judo uniquement,
bah, tu vas travailler que au moment où c'est quasi trop tard. Tu vas travailler pour guérir et pas pour prévenir. Et donc, c'était ça vraiment la nuance qu'il fallait faire. Ce que tu avais dit la semaine passée, moi, je trouve ça totalement judicieux parce que oui, des judokas du niveau de Baki, il y en a une panoplie en France, mais il y en a aucun ou quasi aucun qui est capable de répliquer le jeu MMA de Baki. Et encore une fois, il y a une autre nuance. Tu vas prendre des judokas. Ils sont dans les règles du judo. Ils sont aussi avec les kimonos. Il y a plein de techniques qui se perdent par le fait qu'il n'y ait pas de kimono. Et il y a plein de techniques qui s'ajoutent à Baki. Baki, il n'utilise pas que des techniques de judo dans la cage. Il utilise des techniques de lutte, de gréco-romaine beaucoup. Donc tout ça, il faut savoir le répliquer. Et c'est pas en prenant quelqu'un qui fait que du judo que tu vas avoir cette qualité en termes de partenaire d'entraînement. Alors maintenant, abordons peut-être la partie training camp. Pour Baki, tu avais conseillé une répartition assez équilibrée entre striking et grappling, avec surtout une concentration sur le déplacement, le fait de pouvoir se déplacer pendant 15 minutes pour pas fatiguer les mollets. Du côté de Cédric Doumbé, quelle serait ta recommandation? Vraiment, on part d'un niveau macro en termes de répartition. Est-ce qu'on a un plus gros focus sur la défense en grappling ou est-ce qu'on a un plus gros focus sur comment gagner le combat avec du pied-point? Ou alors, comme pour Baki, c'est du 50-50 avec Non, un élément commun à toutes tes journées d'entraînement? je vais te surprendre. J'ai changé complètement la façon d'appréhender le truc sur la semaine dernière. Là, moi, je vois de la mise en échec. Je m'explique de façon plus précise. Comme on l'a dit, là, il y a une grande difficulté à reproduire exactement le sparring. Donc, je vois ça avec du travail technique avec son coach Mehdi Hotman et de la mise en échec, c'est-à-dire travailler avec des excellents strikers sur 1 minute 30, 2 minutes, peu importe. Après, la thématique s'ajuste en fonction de l'état de fatigue et en fonction du temps, la temporalité par rapport au combat. Mais excellent striker pour le mettre vraiment focus et derrière le mettre en situation de clinch pour qu'il puisse défendre de façon proactive, casser le clinch et repartir en striking avec le partenaire initial. Et ça, de façon à lui faire prendre ses décisions et à reproduire les gestes techniques qu'il aura travaillé avec son coach, avec des pulsations élevées et avec un état de fatigue avancé, de façon à ce que sa prise de décision soit plus compliquée. Voilà, moi, après avoir réfléchi, après avoir imaginé des scénarios, c'est le game plan qui me paraissait le plus judicieux par rapport à l'opposition et par rapport au travail qu'il va devoir faire pour pouvoir s'imposer. Ouais, parce qu'un élément, en fait, c'est pour pouvoir imaginer une victoire de Baki, on a tendance à dire que Baki doit emmener Cédric Doumbé dans les eaux profondes. C'est un peu l'expression qu'on a envie d'utiliser. C'est vraiment le fatiguer dans le domaine du grappling. Et donc, j'aime bien l'idée de faire beaucoup de pousser Cédric à l'échec, de le faire grappler et puis le faire réussir à striker derrière, parce qu'il y a cette notion, c'est quand tu es un striker de base, le grappling te fatigue davantage. Quand tu es un grappleur de base, le debout te fatigue davantage. Et c'est pour ça, je pense que pour Baki, tu avais dit travailler sur les déplacements parce que c'est ce qui va le fatiguer davantage, c'est la musculature au niveau du bas des jambes. Pour Cédric Doumbé, s'il se fait grappler pendant 5 minutes, il y a des risques qu'à partir du deuxième round, son striking devienne quasi inexistant parce que la fatigue fait qu'il n'y a plus de vitesse, il n'y a plus de précision, il risque de surengager, etc., etc. Et donc, voilà, faire un training camp qui serait axé sur faire tourner des partenaires d'entraînement qui rentrent frais contre Cédric qui est fatigué, ça pourrait l'habituer justement à travailler dans un état de fatigue créé par les éventuels échanges en grappling. Donc maintenant, j'ai envie d'isoler parce qu'il y a un truc que j'ai bien aimé dans tout ce que tu as dit, c'est il y a cette notion de prévenir, empêcher le clinch. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est si ça va au clinch, d'avoir une proactivité pour en sortir. Et puis si c'est au sol, de pouvoir se relever. Donc ici, isolons la partie pied-point. Donc de mon côté, moi, je pense que Cédric doit faire un travail sur sa capacité à prendre le centre, mettre la pression, mais sans s'exposer au clinch et au takedown réactif. Donc ça veut dire sans réellement exposer ses hanches quand il frappe. Donc je pense qu'une clé pour lui sera de garder de l'espace derrière lui. Baki, il est meilleur en gréco et en fauchage, on vient de le dire, que en shoot à l'ouvert. Baki, c'est pas vraiment quelqu'un qui va shooter de loin ou qui va shooter à l'ouvert et faire un blast double. C'est plus quelqu'un qui va venir coller quand tu es proche de la cage, t'amener à la cage et puis travailler à partir de lui. Donc pour Cédric, avoir de l'espace derrière lui, ce sera primordial. Et donc, il doit être capable de boxer en avançant. Mais comme on le sait, quand tu boxes en avançant, tu risques de donner des opportunités à ton adversaire aussi de casser la distance. Et donc, il y a un juste milieu à trouver là-dessus. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Est-ce que pour Cédric, voilà, il doit faire un maximum de sparring en cage et faire très, très attention à ses déplacements et à s'assurer qu'il y a toujours 2, même peut-être 3 mètres derrière lui. Donc, vraiment qu'il reste le maximum
soit au centre, soit lui face au grillage avec Baki entre lui et le grillage, quoi. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu analyses les takedowns qu'a réussi Baki pendant sa carrière, euh, on a souvent un cas de figure effectivement où c'est du clinch pur, distance gréco. C'est pas gréco parce qu'il utilise souvent les pieds pour faire tomber. Et on sait que en lutte gréco-romaine, c'est le corps à corps, mais les pieds, les gestes de pied, les balayages sont interdits. Donc, on sait que c'est sa distance de prédilection. Et pour l'instant, on l'a pas vu, en tout cas en combat officiel, shooter à l'ouvert, faire de l'attaque autobus. Ou même sur du single leg, c'est pas quelque chose on sait que c'est, il nous a pas montré. Je pense que c'est un garçon complet et que, en plus, une partie de l'entraînement qu'il a fait avec Kamzat, c'est un peu sa spécialité, Kamzat. Donc, est-ce qu'il y a eu du travail de fait là-dessus? Ben, on ne sait pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que Kamzat Chimaev, c'est quelqu'un qui ne shoot qu'à l'ouvert quasiment, même s'il a un très bon clinch de Greco. Ouais. On avait pu le voir lors de son match amical de lutte qu'il avait fait il y a un an et demi de ça. Avec Hermanson. Avec Hermansson, qu'il avait gagné d'ailleurs. On a vu chez Kamzat un énorme clinch de Greco à cette époque, mais dans 80% des takedowns qu'il réalise en combat, c'est des shoots à l'ouvert, même des fois de très loin, sans respecter du tout l'adversaire. Quand je parle de ça, je parle de Kamaru, de Li Jinlang. Il respecte pas. Il part de très loin, presque à une distance sakurabesque, et derrière, c'est son chain wrestling qui fait le travail. Donc, est-ce que c'est une qualité qu'il a pu développer avec son travail avec Kamzat ou pas? En tout cas, au moment où on se parle, c'est pas sa spécialité et c'est pas ce qu'il nous a montré. Donc, il faut pas spéculer, il faut tout travailler, mais il faut travailler sur les points forts des 2 derniers combats. On en a déjà parlé sur des coach talk. Donc, en tout cas, il faut l'orienter là-dessus. Je te rejoins totalement. D'accord. Alors, sur la partie pied-point, je pense que c'est assez clair. Voilà, Cédric Doumbé, c'est pas quelqu'un qui doit continuer vraiment à peaufiner son pied-point. Il doit continuer à adapter son pied-point au MMA, mais semble-t-il, il le fait très très bien jusqu'à présent. Donc, la partie striking, ça me semble assez clair. C'est juste que il doit peut-être ajuster un tout petit peu ses déplacements par rapport à ce dont il a l'habitude. Et voilà, les combinaisons qu'il envoie, elles doivent pas trop dépasser les 3-4 coups parce que plus tu as des longues combinaisons, plus tu ancres tes pieds au sol et donc plus tu es accessible à rentrer à une distance de clinch. Donc maintenant, on va se concentrer peut-être sur le point le plus important, évidemment, c'est le grappling pour Cédric Doumbé. Donc moi, j'ai envie de diviser ça en deux. Pour moi, il y a 2 visions différentes. Il y a le clinch debout, que je vais appeler le grappling debout, le cage control. Il doit l'éviter. Mais si on s'y retrouve, parce que comme je le disais, même si tu as un très très bon jeu anti-lutte et que tu préviens un maximum, à un moment tu vas devoir guérir. À un moment tu risques de te retrouver au clinch. Bon, évidemment, s'il finalise comme contre Jordan Zebo en 9 secondes, on n'aura pas de phase de clinch. Mais si le combat dure plus que 4 minutes, il y a une grosse probabilité qu'il y ait au moins un clinch dedans. Donc si on s'y retrouve, et tu l'as dit précédemment, on en parle très souvent sur le podcast, pour moi, il doit proactivement chercher à séparer. Il ne peut pas conserver sans encaisser ou conserver sans se faire ramener au sol. Il ne peut pas être dans la conservation, dans la survie au clinch. Il doit vraiment séparer. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il doit marquer ses points debout. Son gros avantage, c'est debout. Tu l'as dit plus tôt dans le podcast. Quand c'est debout, quand il a une distance plus loin que la mi-distance, il doit marquer ses points. Il doit prendre de l'avance aux yeux des juges. Il doit vraiment être impactant. Donc au sol, donc maintenant le grappling au sol, personnellement, ça ne tient que moi. Peut-être que je me trompe. Encore une fois, on est obligé de spéculer par rapport à ce qu'on a vu de Cédric dans une cage. Je crois que face à Baki, si ça se retrouve au sol, il va galérer à se relever. Parce que Baki n'est pas quelqu'un qui prend des risques. Baki est quelqu'un de très conservateur au sol. Et donc, quand c'est au sol, pour moi, son jeu doit être plus axé sur ne pas laisser Baki avoir un schéma offensif. Histoire qu'en cas de décision, ce soit Cédric a été impactant en debout, alors que Baki n'a eu que du contrôle à la cage et au sol. Donc, décision Doumbé. Bref, grappling debout, stratagème pour sortir au plus vite, proactivité. Grappling au sol, conserver, rentrer inactif, voire même chercher à ce que l'arbitre laisse l'action se relever. Parce que si tu as un arbitre qui relève, ça veut dire qu'il n'y a vraiment rien eu au sol. Ça veut dire qu'il n'y a eu que du contrôle. Même s'il y a 2 minutes 30 de contrôle, tu as envoyé quelques jabs qui ont été bien percutants debout, c'est toi qui prends le round. Et donc, moi, je pense qu'il y a 2 visions différentes. Tant que c'est debout, proactif pour sortir et récupérer de l'espace. Quand c'est au sol, je pense que si Cédric commence à essayer de se relever, il va être en dette d'énergie et ça va se retourner contre lui sur la durée du combat. Je ne sais pas si tu te positionnes là-dessus. Je te rejoins totalement. Je vais juste apporter un complément qui, d'après moi, est très important. C'est pour ça qu'en tout début de podcast, on parlait de punir le clinch.
je m'explique un petit peu côté règlement. Euh, je me bats avec toi, tu tentes de m'amener au sol, tu m'amènes contre la cage. Je me contente d'avoir une défense proactive. En fait, j'ai fait un reset. Personne n'a marqué de point puisque on explique précédemment que c'est la recherche de dommages et de finaliser le combat qui est en prioritaire sur le point, que c'est uniquement si cette catégorie-là est à égalité qu'on va chercher sur les top positions. Donc si tu m'amènes contre le mur, que je me contente de défendre, que je reset la position et qu'on reboxe, personne n'a marqué de point. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ouais. Sur le premier critère, en tout cas, personne n'a marqué de point. Par contre, si je mets 1 minute 30 à me défaire de la position, que j'arrive à inverser la position et que je mets 3-4 frappes fortes, que ce soit genou, coup de coude ou que ce soit genou, piétinement. Il n'y a pas de coude. Il y a Ah pas oui, de coude. PFL, tu as raison. C'est PFL. Je vais prendre mon exemple suivant. Genou, piétinement des orteils et sorti avec une droite en crochet. Eh ben, j'ai marqué 3 frappes significatives. Donc, même si tu m'as privé d'1 minute de combat en top position, eh ben, c'est moi qui ai marqué les points sur le premier indicateur de win condition. Et ça me paraît très important. C'est hyper important de ne pas se contenter d'une défense euh, proactive qui durait 1 minute 30 parce que je ne me contente que de resetter la position. Et si derrière mon adversaire, arrive à réenclencher le clinch et qu'il y arrive avec plus de réussite cette fois-ci, eh ben, le temps passé est à mon désavantage. Donc, il est important de marquer des points. Et c'est ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la clé de ce combat, c'est celle-là. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui une défense de takedown de Cédric Doumbé qu'on ne connaît pas, mais même, j'ai envie de te dire, même qu'il a la même que Khabib. Khabib, on sait qu'à l'UFC, sa défense de takedown, elle était à un peu plus de 80% de défense. Ça veut dire que si on le ramène sur des chiffres simples, ça veut dire que sur 10 takedowns, il en prend 2, il en défend 8. Quand bien même la défense de Cédric Doumbé est la même que celle de Khabib. Je ne doute pas une seule seconde de son efficacité, mais ça veut dire que il y a un monde où il peut tomber sur le premier ou sur le deuxième takedown. Et il y a aussi un monde où il en défend 8 d'affilée sans tomber à aucun moment. Les combats sont différents et on sait que si on les refait, c'est pour ça que des fois les revanches sont complètement différentes et c'est pour ça qu'on dit souvent, toi et moi, sur 10 combats, il en gagne 6, il en gagne 4 et nos statistiques viennent de là. Et c'est important à prendre en compte parce que la physionomie du combat va beaucoup s'orienter là-dessus. Et la clé, c'est vraiment ça. Il y a vraiment 2 paramètres très importants. Défendre le clinch avec une dette énergétique au moins égale ou inférieure si possible à celle de mon opposant et pouvoir le punir en sortie afin de scorer des points et de ne pas tirer la langue et de ne pas avoir peur d'un scoring à la deuxième round d'Olidze-Imavov, tu vois, qui était un round soporifique, qui était un round qui se passe essentiellement en top position avec, je crois, 6 frappe significative à 5 et qui est un round, je crois, où 2 des 3 juges ont donné Dolidze, si je ne dis pas de sottises, ou en tout cas un de façon quasi certaine. Au moins un. Ouais. Au moins donc, un. donc voilà, c'est vraiment. Et comment éviter ce genre de situation? C'est de défendre et de remiser derrière et de générer des dommages, en tout cas de l'efficacité en sortie de clinch une fois que tu as réussi à défendre la position et à la renverser. Et c'est, je pense pour moi, le win condition et le fait de combat le plus important qui va se passer sur ce combat-là. J'aime bien le fait que tu partes un peu sur Dolidze Nassourdine parce que c'est frais dans la mémoire des gens et c'est clair que c'est un très bon exemple parce que ce deuxième round, Nassourdine le perd aux yeux de 1 ou 2 juges. En tout cas, c'est pas unanime, c'est vraiment un des rounds qui est split parce que on a un Nassourdine qui est également inactif au clinch. Donc, il se fait contrôler à la cage contre Dolidze. Dolidze est fatigué, donc il propose rien. Nassourdine est fatigué, donc il sépare pas. Et la difficulté, c'est que Nassourdine a eu des meilleurs moments debout, mais qui sont tellement pas marquants que les juges ont hésité. Alors que si tu as une structure de combat, ici on va reprendre Cédric Doumbé contre Baki, avec un Cédric Doumbé qui, si ça se retrouve au clinch, cherche proactivement à sortir pour pouvoir marquer des points derrière à distance de pied-point, là, il n'y aura pas d'hésitation au niveau des juges. Et c'est là toute la différence. Par contre, on reprend cette séquence d'inactivité au sol.
Je vois pas Deux exactement. juges. C'est Deux juges. 2 juges pour 2 lidzés. Ouais. Ouais, donc voilà. Et par contre, si on se retrouve au sol et qu'on a une phase complètement inactive, on va dire ça comme ça. Pour Cédric Doumbé, si il se fait amener au sol après 3 tentatives et qu'il reste 1 minute dans le round et que sur les 4 premières minutes, il a marqué ses points, bah, il peut conserver. Et il C'est n'y aura pas de exactement dette ça. énergétique pour le round d'après et il va prendre le round. Par contre, s'il se fait amener au sol, comme tu le dis, à une 3e tentative, mais que Baki, il a été super proactif et qu'après 1 minute 30, il se retrouve sur son dos et il n'a pas marqué beaucoup de points, ben là, ça risque d'être plus compliqué. Donc, il faut un peu travailler sur tous les scénarios. Moi, il y a une question que je voulais te poser parce que ça fait, je sais pas combien de temps, ça doit faire 4-5 mois que grâce à toi, sur Fight Minds, on utilise l'expression le tunnel du lutteur. Et on a adoré, on a adopté cette expression. Alors, pour moi, il y a 2 tunnels du lutteur. Il y a le tunnel du lutteur de quelqu'un comme Khamzat qui va shooter très bas dans tes jambes. Et puis, il y a le tunnel du lutteur comme quelqu'un comme Baki qui va pas shooter, qui va pas spécialement faire de squat pour rentrer chez toi, qui va vraiment rentrer à hauteur tête à tête, c'est chercher le clinch. Le tunnel est différent. Ce que, tu menaces dans ce tunnel du lutteur avec des armes différentes. Le tunnel du lutteur de Khamzat, tu vas envoyer des genoux sautés, des coups de genoux, des uppercuts, des front kicks pour le rendre attentiste à attaquer dans cette zone-là. Face à quelqu'un comme Baki, quelles seraient les armes à utiliser pour le freiner à chercher à casser cette distance sans préparer, sans avoir de setup? Mais là, il a les armes, Cédric, parce qu'il faut de l'anglaise puissante en ligne au niveau du plexus. Je pense que sur tous les mecs qui viennent chercher ce clinch de Greco, même si, encore une fois, je mets des bémols sur le mot Greco, c'est pas de la Greco que fait Baki, mais en tout cas, le départ de l'action est similaire à la lutte gréco-romaine, c'est-à-dire qu'il vient chercher une ceinture ou il vient chercher un contrôle underhook, c'est-à-dire sous l'épaule. Et je suis désolé d'ailleurs pour les gens qui se plaignent de notre anglicisme, mais c'est des termes, je ne sais même pas les dire en français, les gars, je suis vraiment désolé. Et je serais ravi d'échanger avec quelqu'un qui est capable de me dire underhook en français, qu'on puisse le faire, mais je ne connais pas le terme, donc mea culpa, c'est Mais en pas. fait, on a des amoureux de la langue française et je comprends amplement parce que c'est une très belle langue et évidemment les Français sont plus amoureux de cette langue que les Belges parce qu'on dit pas le belge, on dit le français. Donc nous enfin moi personnellement je suis un peu plus je m'en foutiste à utiliser des termes anglais et je sais que ça gêne plusieurs personnes, mais ici on n'est pas dans un podcast sur un sujet général, on est sur un podcast sur un sujet sportif qui a été créé aux États-Unis et pour lequel, ouais, je suis désolé, il y a beaucoup de termes qui sont soit impossible à traduire, soit tellement ancré dans notre langue. Je veux dire, un jab, on va dire un jab, on va pas commencer à dire un coup direct du bras avant. Enfin, tu vois. Donc voilà, je sais que de temps en temps on exagère parce qu'on utilise des termes anglais qu'on pourrait traduire en français, mais c'est aussi un effort. Enfin, si on a le terme en anglais, ça sort de manière plus fluide en anglais qu'en Moi, français et ça fait moins saccadé. Bref. Je parle à Fight Mind comme quand je parle à mes fighters. Et ce sont les termes que j'utilise et j'en suis désolé si ça gêne certains. Mais on lit les commentaires, les gars. Hein. On essaye de vous écouter et de lire vos commentaires. Mais ça, vraiment, c'est des choses sur lesquelles on pourra faire des efforts. On peut dire lutte en chaîne au lieu de chaîne wrestling. Ça, je le fais bien volontiers. Mais par contre, pour les termes techniques du wizard, du underhook, et on peut le dire en portugais parce que ça existe aussi. Il y a des alter ego du fait de se grimer. Mais à mon je pense avis, pas que ce sera mieux ou moins, c'est ça. moins bien. Donc ce sera le même, ce sera effectivement le même dilemme. Pour revenir à ta question, ouais, c'est ça, c'est le même tunnel parce qu'en termes de direction, c'est la même chose. Mais à partir du moment où on est sur quelqu'un qui vient chercher, que ce soit Blankfield pour être encore dans la temporalité actuelle ou que ce soit Baki, ça vient chercher la ceinture. Donc le travail doit être fait. Il faut utiliser un panel de coups pour dissuader qui ne te sort pas du schéma défensif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut essayer d'avoir les coudes serrés au maximum pour éviter les ceintures, le double underhook. Et de ce fait, il faut que le coup que tu vas utiliser, bien évidemment, soit conforme à cette règle défensive. Donc, il faut effectivement essayer d'utiliser le genou. Il faut essayer d'utiliser la droite, ou enfin en tout cas le bras arrière au plexus, ou le crochet en blitz, c'est-à-dire en décalage, de façon à ce que même si ça passe en dessous du crochet, le mouvement du corps fasse que tu n'aies pas une cible pour cette ceinture. Ce sont des gestes à travailler qui font partie des répétitions techniques, effectivement, qui sont le travail de Mehdi Othman. Et derrière, si jamais Clint Chiliaï, qui a un bras qui a été
underhooké, c'est-à-dire que le gars est passé en dessous, il faut tout de suite avoir le geste défensif approprié pour éviter que la situation et que le centre de gravité du lutteur, de Baki en l'occurrence, vienne se rapprocher de celui de Cédric, de façon à essayer de limiter l'efficacité du clinch et ou les balayages qui viendraient se greffer derrière. Donc il y a vraiment un jeu de prévention qui est fait par les déplacements et qui est fait par effectivement ce fameux tunnel du lutteur. Et après, derrière ça, si jamais c'est passé, parce que ça ne marche pas à tous les coups, bien évidemment, hein, la prévention, il faut une répression directe avec des gestes qui sont quand même. Il y a un travail hyper intéressant sur ce combat parce que ce sont des gestes très utilisés et très communs dans la lutte livrée. Donc il y a vraiment un duel de style et là j'ai envie de donner un gros crédit à Cédric qui s'est entouré à mon avis du bon technicien parce que là-dessus, et pourtant moi je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien depuis 2013, donc je ne suis pas en train de renier mon sport, hein, mais c'est vrai que pour ce type de situation, et j'ai envie de te dire, Chris, que la lutte livrée est peut-être un petit peu plus efficiente, en tout cas pour l'annulation du jeu, et regarde, c'est d'actualité, hein. Moi je ne vais pas dire le contraire, on m'a vu à de nombreuses reprises avec Flavio Peroba dans le camp de Manon et il en fait intégralement partie, Flavio. Le camp de Nassourdine s'est fait sous la direction de Thomas Loubersan, en tout cas au niveau de l'annulation du jeu de Dolizé. Et là, on parle de Mehdi Hotman. Ben, le rapport entre ces trois personnes, c'est que ce sont tous les trois des ceintures noires de lutte livrée et qu'effectivement, c'est le style le plus approprié quand il s'agit d'annuler un jeu. Donc, pareil, hein, dans les commentaires, on me dit oui, mais n'invitez pas Aldric. Donc déjà, on m'invite pas, je fais partie de la chaîne. Ça, j'avais envie aussi de le spécifier. Et en plus, je n'ai rien du tout contre Cédric et son camp, puisque voilà, j'y apporte du crédit. Et effectivement, là, je pense que c'est la bonne personne, en tout cas pour le type de travail qui doit être fait pour ce camp. Et que c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est de voir et de quelle façon les automatismes vont être créés pour annuler ce jeu et de quelle façon le camp de Baki a essayé de s'ajuster pour avoir une réponse euh, aux ajustements. à ces ajustements. Donc, au potentiel ouais. Et ouais, c'est ça. Mais c'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant parce que il y a une réponse qui va être donnée. Ils avaient le temps nécessaire pour créer des automatismes puisqu'ils ont eu du temps. Tu l'as très bien dit. C'est un combat qui a été annoncé relativement en avance. C'est un combat sur lequel il y a un camp qui a pu être fait avec des vrais automatismes de créer. Et la façon de voir comment l'un et l'autre vont répondre à ça, c'est hyper intéressant. Et ouais, là, je pense qu'on a fait un tour assez complet. Alors évidemment, on est sur Internet. Tu viens de dire que tu te faisais attaquer de temps en temps, et là, on risque de se faire attaquer par les fans de Jiu-Jitsu qui vont dire eh, comment vous pouvez dire que la lutte. Ah non, mais attends, moi je suis depuis 2013. Et on sait qu'il y a une guerre entre les deux sports. C'est le mot, enfin la phrase importante que tu as dite là-dedans, c'est que c'est une question de style. Le MMA, c'est une question de style. D'ailleurs, en anglais, il y a une expression que je vais pas pouvoir traduire en français de nouveau, c'est styles make fight. C'est une expression qui est utilisée depuis des années, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, la lutte à livrer est la meilleure réponse pour un style anti-lutte, mais le jiu-jitsu sera une meilleure réponse à d'autres positions. Donc, j'ai envie de te dire, Chris, j'ai un crédit. Il y a toujours des guerres de. Ouais. J'ai un crédit pour pouvoir parler de ça. Je suis pas, on n'est pas là pour faire la pub de la lutte livrée. Moi, je me suis entouré de Flavio parce que c'est un ami et deux, je pense que c'était la bonne personne pour encadrer ce camp de Manon Blankfield. Mais je fais du jiu-jitsu depuis 2003. Je suis ceinture noire depuis 2013. Je continue à pratiquer ce sport et à inciter mes élèves à le faire. Donc, il n'y a pas de volonté de ma part de détourner le sport et de faire de la pub pour. Je dis juste que les choix faits pour ce camp me paraissent extrêmement judicieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je veux pas. Bon, après, si je me fais insulter ça changera pas beaucoup hein, sur les commentaires et sur Twitter, c'est pas grave. Hein, on est carapacé maintenant, toi et moi là-dessus. On doit s'habituer. Mais on doit s'habituer à ça. Oui, je mets en avant ce choix et je pense que ce choix est très très judicieux et surtout contextuel des bonnes performances qui ont été faites. Il y a pas plus tard que la semaine dernière.
Alors, moi, il me reste des questions un peu plus fun, on va dire, par rapport au sujet qu'on est en train de traiter. Donc, avant de lancer ça, je m'y prends super tard dans le podcast, mais s'il y a des gens qui nous écoutent encore après 40 minutes et qui sont pas abonnés à la chaîne, et les stats sont incroyables, 48% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Une personne sur deux. Donc, tu sais quoi? On va faire une pause. Tant que tout le monde qui regarde n'est pas abonné, je continue pas à parler. Non, j'ai on peut pas le savoir, mais abonnez-vous, les gars. Donc, avant de te poser les deux dernières questions un peu plus, c'est pas vraiment fun, elles sont très intéressantes, mais c'est plus, voilà, pour donner à nos auditeurs, nos vrais fans, des, des combats à regarder. Est-ce qu'il y a encore un élément que tu voudrais aborder par rapport au training camp ou tu trouves qu'on a fait un bon tour de la Non, question? je pense on est, on a On fait est un tour complet? assez complet. Allez, pour nuancer une dernière phrase au niveau du travail au sol spécifique, pareil, j'ai hâte de voir, tu vois, si jamais Cédric se retrouve au sol, est-ce qu'il va temporiser, est-ce que depuis ces longues années où il pratique, on va avoir un jeu un peu à la Benoît Saint-Denis où c'est capable de renverser de façon rapide avec du butterfly ou un crochet ou de la demi-garde, tu vois, ou est-ce qu'on a un schéma plus ATT avec du cage walk et du retour sur la cage. C'est intéressant de voir les réponses qui vont être apportées à ce duel, notamment au sol, parce que au final, on n'a pas ou peu de renseignements, pardon, Mhm. là-dessus. Et ça va être intéressant de voir de quelle façon, parce qu'au sol, il y a des styles différents. Tu parlais justement de combat tout à l'heure. Ben, tu as des Sandagun style où il y a des roulades de ninja, et tu as des mecs plus posés comme Aljaman qui travaillent avec la garde fermée, qui sont capables d'un peu tout faire. Et j'ai hâte de voir un petit peu où ça va nous amener tout ça et de quelle façon ça va travailler. Voilà, c'était pour être assez Mais, complet, on aura fait tous les niveaux. eh ben, je vais compléter ça parce que c'est une anecdote que j'ai déjà donnée sur la chaîne, mais je pense que c'est un bon moment de la relancer. Mais chez les Red Kings, donc l'équipe que j'entraînais à l'époque, on avait remarqué une erreur dans notre façon de donner cours sur base de certains combats, sur base de certains combats qu'on perdait. En fait, si tu veux, c'est pas très important ces détails, mais tous les mardis, on avait cours de lutte MMA et à la fin de chaque cours, on prenait une demi-heure ou 25 minutes pour faire des ateliers. Et les ateliers sont des ateliers à thème. Tu pars de la demi, celui qui est au-dessus doit avancer de position, celui qui est en dessous doit se relever. On part du 50-50 à la cage, et là aussi, les deux ont leur objectif, etc., etc. Et en fait, on a remarqué un problème chez nous, c'est que on travaillait tout le temps avec les deux qui avaient un objectif d'améliorer leur position. Donc, si tu étais dos à la cage en 50-50, tu étais considéré comme le striker. Si tu étais celui qui était en pression, en cage control en 50-50, tu étais considéré comme le lutteur. Et notre exercice, c'était le lutteur doit chercher à amener au sol, le striker doit chercher à séparer. Et le problème, c'est quand on rentrait dans des combats face à des gens qui voulaient bloquer le combat, on était à court de solutions parce qu'on n'avait pas l'habitude. On n'avait Exactement que ça. l'habitude de travailler face à quelqu'un d'autre qui cherchait à améliorer sa Il y a position. des fois où le gars en Ici, face, j'ai il souhaite l'impression juste que, rester et frapper. Il va pas chercher à faire voilà. évoluer la position. Et dans ce combat, j'ai l'impression que Baki, déjà par défaut, comme je l'avais dit, c'est quelqu'un qui va mettre une grosse priorité sur garder le contrôle. Donc, c'est quelqu'un qui laisse très peu d'espace. Donc, pour Cédric Doumbé, dans son camp d'entraînement, si j'avais une recommandation à faire, c'est quand tu travailles de ton dos, c'est de faire en sorte que ton partenaire d'entraînement travaille pour conserver la position et pas pour l'améliorer. Ça paraît être un Non, mais petit c'est détail, très mais ça juste. change J'aime beaucoup ce tellement que tu dis. dans des techniques de sortie. Très juste. Très, très juste. Il faut faire Ok, face à bon, un maintenant adversaire que, qui voilà. stabilise et qui frappe et pas un adversaire qui cherche à passer la garde ou à améliorer la position. Je te rejoins à 100%. Et donc pour tous les coachs qui nous écoutent, ben, nous, l'adaptation qu'on a fait chez les Red Kings à partir du moment où on a tiré cette leçon, c'est simplement de varier les objectifs dans nos ateliers. De temps en temps, on avait quelqu'un qui avait le contrôle, qui cherchait à conserver, et l'autre qui était derrière au scorecard, qui devait absolument se relever, etc. On variait davantage les scénarios pour en connaître plus et pour être préparé à tous les types de profils qu'on peut rencontrer dans la cage. Ok, maintenant, deux questions fun. La première, quel est le meilleur? Alors, c'est improvisé, donc tu n'auras peut-être pas la réponse à donner. On la mettra en commentaire si on n'arrive pas à répondre. Mais est-ce que, on top of your head, pour de nouveau faire de l'anglais, tu as un combattant en tête qui est excellent pour proactivement sortir du clinch? Un mec à étudier, genre que le camp Cédric Doumbé doit étudier pour se dire, ok, lui, il est vraiment très fort. C'est un striker qui veut tout le temps rester debout. Et chaque fois qu'il est acculé à la cage ou en cage control contre un lutteur, sa technique pour sortir du clinch est excellente. Alors moi, l'exemple que je vais donner, parce que j'ai préparé la question, c'est Max Holloway.
Pour moi, Max Ouais. Holloway est un des combattants à étudier sur sa capacité à proactivement sortir du clinch. Il a vraiment un très bon système pour ça. Je ne sais pas si de tête, tu aurais un autre exemple à donner. Euh, en fait, j'ai des exemples, mais là, je cherche un adepte du two-on-one que j'aime beaucoup et qui sortirait de façon fréquente là-dessus, parce que c'est vraiment une technique qui me paraît très intéressante dans ce genre de position. Et McGregor, on a fait quelques-unes contre ouais, Khabib qui étaient intéressantes ouais, avec c'est le vrai. two-on-one, mais c'est pas un adepte de ça, on va dire. Oh, t'as quand même. Bah tiens, pour rester collé un peu à l'actualité, t'as Justin Gage qui fait beaucoup ça en cage control, qui travaille sur le two-on-one aussi. Euh, Mhm. Parce que tu sens qu'il aime pas le clinch, même il excelle là-dedans, tu vois, il capitalise pas dessus. Euh, Leon ouais. Edwards contre Ousmane. Et vraiment, voilà, le meilleur exemple, tu viens d'illustrer toi-même, c'est celui que je cherchais, Léon, qui fait beaucoup Mhm. ça et qui est très intéressant parce qu'en plus, carrément, quand il a inversé la position, soit il sanctionne au clinch, soit il relance lui-même en lutte. Donc ouais, c'est le parfait exemple. C'est le Ouais. parfait exemple de la défense proactive. Encore mieux, je trouve, que Holloway, parce que Léon se permet des fois de relancer lui-même en lutte pour pouvoir faire monter encore plus Ouais. la dépense énergétique de l'adversaire. Donc c'est vraiment le parfait exemple. Mais lui est vraiment ultra complet aussi. Vraiment, bon, c'est un striker, mais il a tellement développé son jeu au sol, son grappling, sa lutte offensive qu'on peut maintenant le considérer comme quelqu'un de complet. Mais par contre, il a un clinch extraordinaire. On pense notamment à tous ses coups de coude qu'il a balancés contre Gunnar Nelson avec le knockdown. Je crois que contre Donald Cerrone, il en balance quelques-uns de sympathiques contre Rafael dos Anjos aussi. Donc, ouais, son clinch en punition est très très bon Oui. et de quoi être Ah, inspiré. et là, on est Alors, pas ma mal. Hein. deuxième question fun. Holloway, Gage Ouais. et Léon Edwards, on a fait un petit panel sympa. Je pense que c'est pas ce qui se fait de mieux à l'UFC, mais pas très loin. Ouais, on est vraiment pas loin de ce qui se fait de mieux. En tout cas, dans cette catégorie-là, je pense que c'est vraiment les meilleurs noms à sortir. Alors maintenant, ma deuxième question, puisque en tout début de podcast, tu disais que tu étais en plein dedans, tu étais en train de regarder pas mal d'oppositions striker-grappler. Mm. Quels sont les meilleurs exemples de un striker qui s'impose contre un gars qui cherche absolument à le mettre au sol. Le premier exemple auquel on peut penser, c'est Adesanya contre Brunson, mais c'est peut-être un peu trop court comme performance pour vraiment tirer beaucoup de leçons, mais ça reste une très chouette performance. Bon, là, c'est le tunnel du lutteur qui a été complètement exploité. Et à l'inverse, quelles sont les performances les plus intéressantes où un grappleur a vraiment surdominé le striker en étant capable de casser la distance à moindre risque et puis travailler à partir de cette distance-là. Il y a un combat qui est considéré comme très ennuyeux, mais qui pourrait représenter un très bon exemple pour Baki contre Cédric Doumbé, c'est Ousmane contre Jorge Masvidal 1, la Ouais. première fois. Euh, Tu vois, en il a fait, l'air chercher le clinch. Il a multiplié le cage control à moindre risque et il n'a pas beaucoup amené au sol, mais il l'a emporté haut en la main. fait pour coller avec l'actualité et pour généraliser un peu ça, il y a vraiment des similitudes qui sont affolantes, même si des fois les scénarios de combat sont pas les mêmes. Déjà, le vainqueur du premier round, quand il y a une opposition de style, c'est souvent le vainqueur du combat. C'est, allez, je ne peux pas Mhm. faire de statistiques, mais approximativement, je dirais 8 fois sur 10. Le vainqueur du Mhm. premier round est souvent le vainqueur du combat. C'est-à-dire que le mec qui va l'emporter, si tu arrives à mettre dedans un lutteur sur le premier round, ça va le forcer à s'exposer. Et vraiment, tu vois, je cache pas mes liens d'amitié dans ces podcasts, même s'ils me sont souvent reprochés, mais pour retourner le couteau dans la plaie, la défaite de Taylor qui m'a pas mal affecté, ben, c'est beaucoup ça. C'est un premier round perdu Mhm. et c'est une non-sanction du rétrécissement de la distance. Et souvent, je vais reprendre cet exemple, c'est là que le gap se ferait. Et de l'autre côté, quand c'est le lutteur, enfin le grappleur, enfin la personne dont la win condition est d'amener au sol qui perd, et là j'ai aussi beaucoup d'exemples, c'est quand ils oublient de créer de l'incertitude avec leur lutte et qui partent sur un échange debout trop striking. Et tu vois, ça aussi, on a beaucoup d'exemples. On peut parler des combats d'Adesanya, notamment contre Paulo Costa ou même contre Vettori, tu vois, où ça va chercher la lutte trop tard,
ça va chercher la lutte de façon désorganisée, en panique, quand ça a déjà été trop touché, qu'il y a eu trop de dommages qui ont été créés debout. Et c'est des exemples qui me paraissent extrêmement importants parce que il faut, et c'est le rôle du head coach, il faut garder la tête froide, garder la tête sur les épaules et bien faire comprendre à ton athlète que la win condition, elle est en créant de l'incertitude, tu vois. Pour illustrer ça, je fais un dernier exemple. Dolidze, il peut faire 1 heure et demie de sparring debout avec Imavov, il ne le touchera jamais. Jamais. Sa puissance, elle peut pas passer, ça va trop vite en face. Par contre, s'il crée de l'incertitude, là, il y a peut-être une possibilité que sur un malentendu, sur une feinte où l'adversaire pense à la lutte et là, le crochet, il peut passer. Mais il y a un écart de niveau beaucoup trop important pour que le striking pur se passe quand il y a une galaxie, quand il y a une division d'écart entre les deux athlètes. Et c'est valable pour Dolidze Imavov, c'est valable pour Vettori Adesanya et c'est valable pour Costa Adesanya, tu vois. Donc c'est vraiment, je donne des exemples parce que c'est vraiment ça qui se passe. Il faut créer de l'incertitude à moindre risque. Et là, je reprends encore une dernière fois l'exemple de Taylor. Créer de l'incertitude sur le kick in range, là où la sanction n'est pas dramatique. Parce que si tu rentres dans la poche ou si tu rentres au boxing, là, tu peux te faire éteindre. Donc, créer de l'incertitude à une distance où le KO est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire la distance karaté-box, kicking range, et être capable de rentrer d'un seul coup pour la rétrécir. Et si là, il y a de l'incertitude, tu peux boxer, tu peux faire plein de choses quand ta win condition, c'est d'amener au sol. Le tout est de ne pas se prendre pour un autre et de bien comprendre où tu gagnes ton combat, dans quelle dimension tu dois le gagner, quelle incertitude tu dois mettre et où tu perds ton combat. Une fois que tu as créé cette dynamique, tu peux travailler dessus. Et là, le grappleur peut s'imposer contre le striker et vice-versa. Mais je pense que c'est vraiment très important dans le coin de dire « Hey Coco, le combat, tu ne le gagnes pas debout. Si tu ne crées pas de l'incertitude, on va perdre. » Et même si c'est des mots qui doivent être tempérés avec le préparateur mental, de façon à ne pas froisser l'athlète, de façon à ne pas le vexer et à lui faire garder son capital confiance, c'est des mots qui doivent être dits. Les termes peuvent être édulcorés, plus, moins, travailler différemment sur une reconnaissance vidéo, mais les termes, ils doivent être mentionnés et il faut partir sur le bon game plan dès le départ. Et souvent, quand il y a l'affrontement grappleur-lutteur, striker, c'est aussi ça qui se fait. Et parce que il y a ce goût du striking qui est développé par le grappleur qui aime mettre des KO et tout ça. Mais c'est un métier. Striker, c'est un métier. C'est des mecs qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience. Et eux, ils sont capables de faire ça debout avec un mec qui veut boxer. Mais toi, si tu as un passé qui vient du jiu-jitsu brésilien ou de la lutte, ben, tu dois être capable de créer de l'incertitude, sinon tu vas perdre. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant et de souligner sur ce podcast. Tu vois, les exemples, c'est souvent cela et c'est à très haut niveau, c'est ça qui va se passer et c'est rien d'autre. Très intéressant. Alors, pour clôturer le podcast, je pense qu'un exercice qu'on pourra faire pour un prochain coach talk, c'est les combats références style contre style, tu vois, parce que je pense qu'il y a pas mal de nos auditeurs qui aiment bien justement avoir des illustrations de ce qu'on dit et alors pouvoir dire, ok, là c'est un striker qui a super bien géré son combat contre quelqu'un qui voulait l'amener au sol et on pourrait dire, ouais, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a mis ça en place, au même titre qu'un grappleur qui a super bien géré son combat face à un striker dangereux. Moi, le combat, enfin un combat référence qui parlera à beaucoup de monde et qui est assez récent, c'est Cyril Gane contre Sergei Spivak. Je trouve qu'il a eu une stratégie anti-lutte qui était exceptionnelle et ouais, c'est un bon exemple. Même Volka Makhachev 1, c'est même si aujourd'hui c'est des champions très très aboutis les deux, que Volka serait capable de faire tomber 99% de la division et que Makhachev est capable de boxer avec 99% de la division, on voit bien que la win condition d'Islam, elle s'est faite sur le takedown aussi, hein, tu vois. Même si là, on pousse les skills à leur paroxysme, tu vois. Là, on parle de deux mecs ultra complets. On sait même plus qui est le grappleur et le lutteur. Il y a quand même de base un samboïste contre un rugbyman qui s'est reconverti au MMA et qui est devenu plutôt un striker. Enfin, plutôt, qui est devenu un striker de très très haut niveau. Et dis-moi si t'es pas d'accord avec moi, mais la win condition, elle se fait sur les top positions et sur les takedowns quand même. Sur le premier affrontement, je précise bien.
Et c'est un Bien très sûr, bon oui. exemple, et c'est un combat qu'il faut garder en tête. Et on est quand même malgré tout sur une opposition de style, même si effectivement les skills Oui. se sont extrêmement aboutis. Mais en fait, ça, c'est vraiment un combat de référence où ça a été serré entre je vais mettre des guillemets, hein, le striker et le grappleur, parce qu'évidemment, on a vu un Islam Makhachev qui a ennuyé, bien plus qu'ennuyé, Volkanovski debout. Donc, le striker a été ennuyé, mais justement parce qu'il y avait de l'incertitude qui était créée, parce C'est qu'il y avait ça. un focus Eh aussi du oui, côté de Volkanovski. Je ne dois pas me faire amener au sol, donc je suis plus perméable debout. Et à l'inverse, on a vu un Volkanovski qui, dans la 5e reprise, a pris le top control avec du ground and pound exact. face au grappleur. Et donc, c'est ça qui rend cette double performance. Les deux ont fait un incroyable combat parce que Volkanovski est rentré dans ce combat avec un système anti-lutte extraordinaire. Makhachev a quand même réussi à le contourner pour aller prendre des temps de contrôle, principalement dans la 4e reprise. Et Volkanovski n'a pas lâché le morceau jusqu'à dominer en lutte dans le C'est 5e ça. round. Mais t'as Et raison, chacun a eu on le leur moment. on le Donc ça, c'est développera. vraiment un combat. Ouais. T'as raison, on le développera parce que pareil, sur les combats d'Aljamain Sterling, il y a beaucoup de. Il va chercher ses rounds grâce à des prises de dos et des sécurités de position qui peuvent être ennuyeuses à certains aspects, Contre mais qui Peter sont Yan très 2, c'est effectives. Ouais. excellent. Donc, Mhm. t'as raison, on en fera un là-dessus, ça me paraît, pour donner des exemples et pour expliquer un petit peu. Mais dans tous les cas, tu vois, quel que soit le scénario du combat, je vous invite à les regarder. Il y a de l'incertitude qui est faite par celui qui va grappler. Et c'est vraiment Mhm. ça qu'il faut comprendre. Pourtant, Aljamain Sterling, il a un niveau de boxe très très haut. Moi, je l'ai vu à l'UFC Performance Institute. Mais je pense que s'il ne crée pas d'incertitude, son niveau de boxe n'est pas suffisant contre des très 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 gros strikers. Et en fait, pour boucler la boucle, on va reprendre le premier exemple que j'avais cité du striker qui domine le grappleur. Adesanya, quand il a gagné contre Brunson, il n'y avait aucune incertitude. Adesanya savait que Brunson allait venir pour le lutter. Il a cherché à le lutter de loin. Il n'y avait aucun setup en pied-point. Et du coup, Adesanya, c'était tranquille. Bon, on va pas minimiser sa performance. Hein, son timing était incroyable. La sélection de ses frappes était incroyable. Mais voilà, ça a été une performance facile pour lui parce qu'il n'y avait aucune incertitude et il n'avait qu'à contrer la lutte de Brunson quand il voulait la Très juste. contrer et désengager quand il voulait désengager. Et encore une fois, ça rejoint un point que j'ai dit plus tôt dans le podcast. Il pouvait désengager parce qu'il gardait de l'espace derrière lui. Et la seule fois où il n'a pas désengagé, c'est parce qu'il était dos à la cage. Il n'avait pas d'espace derrière lui. Donc là, il savait, OK, il va lutter. Je peux pas désengager parce que je suis dos à la cage. Le coup de genou est sorti. Et c'était le début de la fin. OK, Aldric, on peut clôturer là-dessus. Un tout grand Ouais. merci. Merci à tous ceux qui ont suivi jusque maintenant. Merci pour ta préparation. Attends, c'est quoi que tu m'avais écrit sur WhatsApp hier quand je t'avais envoyé les 2 premières questions que j'avais préparées ou que je vais aimer ce podcast? Est-ce que tu es encore, Ah ouais, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à le t'es faire. encore là-dessus? Ouais. Eh ben moi aussi, parce que moi j'ai dit oh que moi aussi en réponse et c'est le cas. Merci à toi, à très bientôt. Ciao ciao. Salut.